Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de la série Ce qu'en disent les experts, organisé par SP Canada, Division du Québec, auquel prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Ce soir, nous explorerons un sujet qui nous a été suggéré à plusieurs reprises par la collectivité de la SP, soit la génétique en lien avec la sclérose en plaques. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier notre commanditaire principal Novartis, ainsi que notre commanditaire partenaire Roche, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je suis Marie-Ève Simard et c'est avec beaucoup de plaisir que j'anime aujourd'hui mon tout premier webinaire SP. Mon lien avec SP Canada date de nombreuses années à la suite du diagnostic de ma mère. Non seulement j'ai participé à de nombreuses activités de collecte de fonds au fil des ans, mais j'ai aussi eu la chance de faire partie de l'équipe des communications à la Division du Québec pendant plusieurs années. Même si je n'y travaille plus aujourd'hui, SP Canada occupe toujours une place très spéciale dans mon cœur et c'est pourquoi il est important pour moi de m'impliquer pour les personnes atteintes de SP et leur entourage. C'est donc un véritable privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous voir réunis en si grand nombre. Donc, merci à vous d'être là. Avant de commencer, il est important de souligner que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Ceux qui sont inscrits via la plateforme de diffusion recevront un lien par courriel vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de SP Canada. Si vous avez des questions pendant la présentation et que vous vous joignez à nous via la plateforme, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aussi aux participants et participantes qui nous visionnent en direct sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions dans notre section commentaires. Nous tenterons bien évidemment de répondre au plus grand nombre de questions possibles dans le temps qui nous est accordé. Veuillez noter également que SP Canada n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue à l'expert qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui, M. Dr. Adil Haroud. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'introduction. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci de faire le choix de passer votre soirée avec nous. Je suis très reconnaissant aussi à SP Canada de l'invitation et pour tout ce qu'ils font pour avancer les soins aux gens atteints de sclérose en plaques, de même que la recherche en sclérose en plaques. Donc, je suis un neurologue, clinicien-chercheur. Je travaille à l'Institut de neurologie de Montréal et ma recherche est centrée sur le rôle de la génétique en sclérose en plaques. Et il me fait plaisir aujourd'hui de faire un survol de ce sujet. Donc, on va toucher à beaucoup de concepts différents, puis on va s'assurer de garder amplement de temps pour répondre à vos questions lors de la période des questions. Donc, on va commencer avec une introduction très générale, puis on va s'avancer de plus en plus vers la sclérose en plaques. Donc, quand on parle de génétique, il est important d'introduire l'ADN. L'ADN est une molécule qui contient toutes les instructions nécessaires au fonctionnement des cellules. C'est en quelque sorte le manuel de fabrication du corps humain. Et ces instructions sont écrites dans un alphabet qui est composé de 4 lettres, A, T, C, G. On peut les voir dans cette double hélice d'ADN. Et cet ADN est storé à l'intérieur du noyau dans chaque cellule de notre corps. Et chaque petit segment d'ADN va former un gène qui contient l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine. Et ces protéines-là sont un peu comme les travailleurs du corps et vont ensuite accomplir toutes sortes de fonctions à l'intérieur de nos tissus et de notre corps. Et pour produire ces protéines-là, l'ADN est lu 3 à 3, donc un peu comme une roulette qu'on voit ici. Et chaque combinaison de ces lettres-là va donner un acide aminé particulier qui, lorsque mis en chaîne, va résulter en une protéine. Alors, on peut prendre ici l'exemple de l'insuline. On voit ici la série de nucléotides qui, ensemble, vont donner lieu à des chaînes de protéines. Donc, 2 chaînes ici, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Et lorsque mises ensemble, ces 2 chaînes-là vont produire l'insuline, qui est une hormone, comme vous savez, qui est essentielle à la régulation de la glycémie dans le corps. Donc, même si l'ADN est
unique à chaque personne et commun à travers toutes les cellules. On ne veut pas que toutes nos cellules produisent les mêmes choses. Donc, l'ADN va avoir une série d'interrupteurs qui vont switcher on et off à travers l'ADN, dépendamment de dans quelle cellule et dans quel tissu cet ADN-là se trouve, ce qui fait en sorte que l'insuline est produite seulement dans le pancréas et pas ailleurs dans le corps, et même à l'intérieur du pancréas, seulement à l'intérieur de certaines cellules spécialisées. Et tout ça se fait sans modifier la séquence d'ADN elle-même, donc à travers des mécanismes qu'on appelle de régulation épigénétique. Il y a 3 milliards de paires de ces nucléotides-là à travers l'ADN. Si on était pour les imprimer, ça prendrait l'équivalent de 200 bottins téléphoniques pour l'ADN d'une seule personne. Et séquencer cet ADN-là, donc la première fois qu'on a réussi à lire ce code-là, c'était en 2003. Ça a pris 23 ans de travail pour avoir une seule séquence d'ADN et 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire pour moins de 100 dollars en dedans de quelques minutes. Donc, l'avancée a vraiment été spectaculaire, mais ça vous donne aussi l'idée de la complexité de cet ADN-là et du peu de temps qu'on a eu pour apprendre à le connaître, étant donné que la toute première séquence d'ADN était juste il y a une vingtaine d'années. 99,9% de notre ADN est le même d'une personne à l'autre, mais à tous les 1000 sites à peu près, donc une fois sur 1000, ces lettres-là vont être différentes entre deux personnes ou entre deux groupes de personnes. Et c'est ce qui fait en sorte que nous sommes légèrement différents d'une personne à l'autre. Donc, nous sommes 99,9% pareils, mais ce qui fait en sorte que certaines personnes sont plus grandes que d'autres ou que certaines personnes ont certaines caractéristiques ou certaines prédispositions à des maladies que d'autres n'ont pas. C'est ce 0,1% de différence. Et certaines de ces différences-là vont être rares, c'est-à-dire que peut-être dans le groupe qui assiste à cette conférence aujourd'hui, peut-être qu'il y a une seule personne qui a un variant génétique particulier, mais il est possible aussi que dans d'autres sites du génome, que 50% d'entre nous aient la lettre C et 50% aient la lettre T. Donc, certaines de ces variants génétiques-là sont communes, sont présentes chez beaucoup de gens. Lorsqu'on pense aux maladies génétiques, on pense souvent à des maladies rares qui sont définies par une seule variation génétique ou un seul changement dans l'ADN qui, lorsque présent, cause suffisamment de dommages aux cellules pour entraîner une maladie bien précise. Qui peut être transmise de génération en génération, comme c'est le cas pour la dystrophie musculaire de Duchenne. Mais la plupart des maladies humaines, celles qui touchent le plus grand nombre d'entre nous, comme les maladies cardiaques, comme le diabète ou comme la SP, ne sont pas définies par une seule mutation génétique. En fait, ils sont le résultat d'une interaction entre un nombre de facteurs environnementaux ainsi que ces variations génétiques-là qui sont présentes dans la population. À travers les années, on a identifié plusieurs facteurs environnementaux qui contribuent au risque de sclérose en plaques. Plusieurs d'entre vous vont être familiers avec certains de ces risques-là, comme le faible dosage de vitamine D ou comme l'infection avec le virus EBV. Et on a jusqu'à présent identifié aussi quelques centaines de variants génétiques qui augmentent le risque de sclérose en plaques. Donc, c'est de ça qu'on va discuter davantage aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les détails de la génétique, j'aimerais discuter un peu du risque de ce qu'on entend par des facteurs causaux, par les causes de la sclérose en plaques. Pour la plupart des maladies, incluant l'ASP, il n'y a pas une seule cause unique, il y a plusieurs chemins possibles qui peuvent mener à la maladie. Et on peut prendre ici l'exemple d'un incendie où une cigarette oubliée sur une surface inflammable peut causer un feu. Mais il est tout aussi possible que si cette cigarette-là n'était pas sur une surface inflammable, qu'elle se soit éteinte sans incident. Donc, bien qu'elle ait causé le feu, la cigarette n'était pas suffisante pour causer l'incendie. Et évidemment, tous les incendies de maison ne sont pas dus à des cigarettes, ça peut être dû à des courts-circuits électriques, à des fours, etc. Et donc, aucun de ces facteurs-là n'est jugé comme étant suffisant ou nécessaire à lui seul. Et donc, pour la plupart des maladies humaines, il en est ainsi où les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux interagissent pour mener
à la maladie, mais chez certaines personnes, le chemin peut être différent d'une autre personne. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que la génétique a un rôle à jouer en sclérose en plaques? Mais la première observation qui a été faite est que le risque de la maladie augmente lorsqu'on a un membre de la famille parenté qui a déjà la maladie. Et ce risque-là est proportionnel à ce qu'on appelle le degré de parenté. Donc, si on prend des vrais jumeaux, des jumeaux monozygotes, si l'un d'entre eux a la sclérose en plaques, le risque que l'autre personne, l'autre jumeau, l'ait aussi est environ de 30. Mais lorsqu'on prend des faux jumeaux, ben, ce risque-là, et donc des faux jumeaux, c'est des jumeaux qui sont nés d'une même grossesse, mais qui ne partagent pas leur ADN, alors que les vrais jumeaux partagent 100% de leur ADN. On voit que le risque est très différent entre ces vrais jumeaux et ces faux jumeaux, ce qui nous indique que la génétique joue un rôle important dans le développement de la maladie. Et plus on est proche de quelqu'un en termes de parenté, plus on partage l'information génétique avec eux. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, d'un parent avec son enfant, ben, ces deux personnes-là partagent 50% de leur ADN. Donc, l'autre 50% vient de l'autre parent. Et on voit que les parents, pour les gens qui ont un parent affecté de l'ASP, leur risque de maladie est plus grand que la population générale. Il demeure en termes absolus plus faible. Donc, en général, en clinique, on va dire que ce risque-là est autour de 2 à 5 ce qui veut quand même dire que les chances sont de 95 que la personne n'ait pas la sclérose en plaques. Mais ce risque est augmenté, ce qui nous montre aussi qu'il y a un rôle à jouer pour les facteurs génétiques. Et lorsqu'on fait des calculs mathématiques sur cette courbe de risque-là, on est capable d'identifier qu'à peu près 50% du risque de l'ASP est dû à des facteurs génétiques. Donc, comment est-ce que ces facteurs génétiques-là affectent le risque de la maladie? Bien, comme on a discuté, c'est pas un seul gène ou un seul variant génétique qui va causer la maladie. Ça va être dans les maladies communes comme l'ASP, des centaines, voire des dizaines de milliers de ces facteurs génétiques-là qui individuellement vont influencer le risque d'une manière qui est faible, mais cumulativement sur l'ensemble de ces milliers de sites-là vont expliquer une forte proportion de pourquoi est-ce qu'une personne développe l'ASP et pas une autre. Et c'est quelque chose qu'on observe pas juste pour les maladies, mais aussi pour les traits humains, comme la taille, dont j'ai déjà parlé plus tôt. Ici, c'est un graphique un peu complexe, mais chaque point que vous voyez est un variant génétique qui est associé à la taille, donc à la grandeur d'une personne. Puis certaines de ces variants génétiques-là sont communs, donc présents chez près de la moitié de la population. Et en général, lorsqu'ils sont communs, ils expliquent une petite proportion de la taille. Donc ça, ici, c'est une échelle comme en centimètres. Mais lorsqu'ils sont rares, lorsque pas beaucoup de gens ont ces variants génétiques-là, l'influence sur la taille est beaucoup plus grande. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi dans les maladies. Et ça, c'est parce que le fait qu'un variant génétique soit commun ou rare dépend de quand il a été introduit dans notre histoire humaine commune. Les variantes génétiques qui sont rares ont été introduites plus récemment, dans la génération plus récente dans l'histoire de l'humanité. Et ces variants plus communs, ces différences d'ADN qui sont présentes chez une forte proportion de la population, sont les résultats d'ancêtres communs qui avaient ces mutations-là il y a des dizaines et des centaines de milliers d'années et qui nous ont été transmis de génération en génération. Quand on essaye de découvrir quelles variantes génétiques sont importantes pour la sclérose en plaques ou pour toute autre maladie, l'approche qu'on utilise est une approche qu'on appelle une étude d'association pangénomique, où on commence avec un grand groupe d'individus, souvent des dizaines de milliers de personnes, certaines qui sont atteintes de sclérose en plaques et d'autres qui ne le sont pas. On peut ensuite cataloguer, lire leur ADN à chacune de ces personnes-là, puis les comparer ensemble et voir
s'il y a des différences entre les gens qui ont la sclérose en plaques et ceux qui n'en ont pas. Et puis ça nous permet d'identifier cette aiguille dans une botte de foin. Donc, dans ces 3 milliards de nucléotides-là, lesquels affectent le risque de sclérose en plaques et lesquels ne l'affectent pas. Donc, jusqu'à présent, on a à peu près 200 de ces variants génétiques-là qui ont déjà été identifiés, mais on sait, encore une fois, par des calculs mathématiques, qu'il en existe des milliers. Nous sommes présentement ici à Montréal, à l'Institut de neurologie, en train de conduire, en train d'accomplir une de ces études pangénomiques-là, qui va être la plus grande au monde, où des cliniques de partout à travers la planète recrutent des gens atteints de la maladie et nous envoient leurs données génétiques. Et nous sommes en train d'analyser ça sur un ensemble de 90 000 personnes avec la sclérose en plaques et 1 million de personnes sans la sclérose en plaques pour mieux comprendre ces facteurs génétiques-là. Donc, on peut demander, mais une fois qu'on identifie ces facteurs génétiques, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais une des choses qu'on peut faire, c'est comprendre la biologie de la maladie, puis comprendre comment est-ce que la maladie débute. Donc, je vais vous montrer ici juste un exemple d'un variant génétique dans un gène qui s'appelle le gène TIC2. Ce gène-là affecte comment les systèmes immunitaires fonctionnent. Et on a identifié un variant génétique qui protège contre l'ASP, mais protège aussi contre un ensemble de maladies auto-immunes comme l'ASP, telles que l'arthrite rhumatoïde ou la colite ulcéreuse, etc. Les gens qui ont 2 copies, on a tous 2 copies de chromosomes, un de notre père, un de notre mère. Donc, les gens qui ont 2 copies de ce variant génétique protecteur-là ont un risque qui diminue de plus de 80% pour l'ASP et puis les autres maladies auto-immunes. Donc, lorsque ce variant-là a été identifié, les auteurs de l'étude ont proposé que si on était capable de produire un médicament qui aurait un effet similaire sur TIC2, similaire à ce variant génétique-là, on pourrait traiter les maladies auto-immunes. Et en fait, 6 ans plus tard, le premier inhibiteur de TIC2 a effectivement été approuvé, d'abord pour le traitement du psoriasis, qui est une maladie auto-immune de la peau, mais présentement, il y a des études en cours en SP puis en d'autres études, en d'autres maladies auto-immunes. Donc, l'idée ici, c'est que lorsqu'on identifie certains de ces variants génétiques-là et qu'on comprend comment ils affectent le risque de la maladie, on peut développer des traitements qui copient ces méthodes génétiques-là, puis qui peuvent être utiles pour traiter les maladies. Puis on peut se demander, de manière un peu philosophique, si ce variant génétique-là est si bon et si protecteur contre les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus commun? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas tous? Et la réponse, c'est qu'il y a un prix à payer. Donc, lorsqu'on est protégé contre les maladies auto-immunes, on a souvent un risque d'infection qui est plus élevé. Et ici, on ne parle pas de traitement, on parle juste de la manière dont notre système immunitaire est bâti. Les systèmes immunitaires qui sont plus à risque d'auto-immunité sont souvent aussi les systèmes immunitaires qui protègent le mieux contre les infections. Et ici, pour ce gène-là, TIC2, c'est un gène qui est important pour combattre la tuberculose. Et c'est la raison pourquoi ce gène-là n'est pas plus fréquent dans la population, parce que les gens qui avaient ce gène-là étaient plus à risque de décéder de la tuberculose lorsque la tuberculose était un problème important en Europe et en Amérique. Et cet équilibre-là, cette association inverse entre l'infection et l'auto-immunité, c'est quelque chose qu'on observe pas juste pour TIC2, mais pour beaucoup des gènes qui sont impliqués dans le développement de la maladie, de la sclérose en plaques. La génétique nous permet aussi de retracer notre histoire humaine, puis de comprendre comment s'introduit le risque de maladie. La sclérose en plaques n'a pas nécessairement existé pendant l'entièreté de l'histoire humaine. Et en étudiant l'ADN de plus de 2000 génomes anciens, donc des gens qui sont décédés, puis dont les os ont été exhumés de cimetières partout à travers l'Europe, des chercheurs ont retracé certaines de ces variantes génétiques-là qui augmentent le risque de sclérose en plaques à travers l'histoire. En se concentrant sur l'Europe, c'est là où ces corps ont été exhumés. Et ils ont identifié
qu'il y a environ 5000 ans, il y a un groupe euh, euh, de pasteurs, de pasteurs des steppes qui ont migré de la région qu'on appelle pontique caspienne, qui inclut ce qu'on appelle aujourd'hui la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, etc., vers l'Europe. Et il s'avère que ces pasteurs-là avaient une fréquence élevée d'une des variantes génétiques qui sont qui mettent le plus à risque pour la sclérose en plaques, qu'on appelle DRB1 1501. Et ces pasteurs-là ont migré principalement vers le nord de l'Europe et moins vers le sud de l'Europe. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la fréquence de ces variants génétiques-là qui augmentent le risque de sclérose en plaques, on voit leur héritage génétique avec une prévalence, avec une fréquence qui est plus élevée dans le nord de l'Europe et plus faible dans le sud de l'Europe. Et lorsqu'on superpose ça à la prévalence de la sclérose en plaques aujourd'hui, on voit que c'est vraiment un effet miroir. Les couleurs changent, mais les proportions ne changent pas, ce qui nous dit que ce gradient qu'on observe en Europe entre le nord et le sud, où le risque de sclérose en plaques est plus élevé dans le nord et plus faible dans le sud, est en partie dû à ces phénomènes migratoires-là qui ont mené à une augmentation de sclérose en plaques dans le nord de l'Europe et subséquemment dans le continent américain où beaucoup des Européens du Nord ont migré. Donc, après cette longue introduction, on va discuter de comment est-ce qu'on peut appliquer cette information génétique-là dans la clinique, comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations-là pour mieux prédire le risque de la maladie et potentiellement permettre une prévention précoce, et comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là pour identifier les facteurs de risque causaux pour aussi mieux prévenir la maladie. Et donc, avant de parler de prévention de la SP, je pense qu'il est important de parler un peu de la séquence d'événements. Ici, on a appris dans les dernières années que même lorsque les gens ont un premier symptôme de sclérose en plaques, la maladie a souvent été présente pendant plusieurs années. Donc, comment est-ce qu'on sait ça? Bien, une des études qui nous a fait comprendre cette réalité est une étude qui a été menée chez le personnel militaire américain, où les soldats fournissent des échantillons de sang à leur entrée dans l'armée. Il y a certaines de ces personnes-là qui ont développé la sclérose en plaques des années plus tard, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, et on peut donc revenir en arrière puis regarder ces échantillons de sang-là et puis voir s'il y avait des signes de dommages au niveau du cerveau dans les échantillons de sang avant le développement de la maladie. Et ce qu'on est capable de voir, c'est que il y a des signes de dommages neuronal qui précèdent l'apparition des symptômes d'à peu près 7 à 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi lorsque des gens ont eu des résonances magnétiques pour des raisons autres que des symptômes de sclérose en plaques, par exemple pour des traumatismes crâniens ou pour des migraines, et qu'on a identifié sur la résonance magnétique, sans que la personne ait de plainte, des signes de sclérose en plaques. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome radiologique isolé. Lorsqu'on suit ces gens-là dans le temps, plus de la moitié développent des signes cliniques de sclérose en plaques. Et donc, c'est une autre preuve que la maladie peut débuter jusqu'à 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Et ce qui est vraiment frappant, vraiment très important à mon avis, est que lorsqu'on traite ces gens-là qui n'ont pas encore eu de symptômes cliniques de leur sclérose en plaques, mais qui ont été attrapés via ces résonances magnétiques-là, on peut diminuer le risque d'apparition d'un premier symptôme d'à peu près 80%. Et donc, ça nous montre qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour prévenir la SP si on est capable d'identifier les gens avant l'apparition des premiers symptômes. Et c'est quelque chose qui a été réalisé en diabète de type 1, où il y a maintenant un médicament qui a été approuvé pour le traitement, pas des gens avec le diabète de type 1, mais des gens qui sont à risque de la maladie. Et un seul traitement avec ce qu'on appelle teplizumab permet de baisser de moitié le risque d'avoir le diabète de type 1. Et donc ça, c'est quelque chose
qui arrive tout juste dans la médecine. C'est une avancée très, très récente. On voit ici un article de la BBC sur le premier enfant qui a reçu ce traitement-là en Angleterre il y a seulement quelques mois. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en place un système similaire en sclérose en plaques où on peut faire un screening pour permettre cette prévention-là? Et ici, la génétique peut être utile. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce que mon laboratoire travaille pour permettre le développement d'outils qui vont permettre la stratification du risque de sclérose en plaques. Donc, pourquoi penser à la génétique? Ben, la génétique, c'est quelque chose, donc notre ADN, c'est quelque chose avec lequel on est, c'est quelque chose qui n'est pas influencé par l'apparition de la maladie. Et donc, si on est capable d'identifier des indices de risque élevé de la maladie directement à partir de l'ADN, c'est une information qu'on peut potentiellement avoir des années avant l'apparition de la maladie et mettre en place d'autres procédures de dépistage. Donc, comment est-ce qu'on fait ça pour l'ADN? Ben, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a déjà identifié quelques centaines de sites dans le génome qui augmentent le risque de sclérose en plaques. On peut quantifier le risque que chacune de ces zones-là rajoute au risque de sclérose en plaques et on peut les additionner ensemble, les mettre ensemble et créer un score, un chiffre qu'on peut appliquer à chaque individu. Et puis ensuite, on peut identifier dans une population quelconque euh, quels individus ont un chiffre, ont un score qui est faible et lesquels ont un score qui est élevé. Et potentiellement, chez ces individus qui ont un score élevé, c'est le groupe qu'on pourrait vouloir cibler pour mettre en place un dépistage et une intervention précoce contre la maladie. C'est quelque chose qui a été démontré avec succès pour ce qui est des maladies cardiaques. Donc, ce graphique est un peu complexe, mais on va l'étudier étape par étape. Commençons par voir ici en brun. Ça ici, c'est le risque de faire une crise cardiaque chez les gens qui ne sont pas connus pour des maladies cardiaques. Donc, vous voyez que donc à chaque fois qu'un individu ici fait une crise cardiaque, la ligne monte. Et vous voyez que après à peu près 10 ans, il y a 2 à 4 de la population qui ont eu une crise cardiaque. Ici, euh, en bleu pointillé, c'est des gens qui sont connus pour avoir une maladie cardiaque. Et donc, leur risque pour faire des crises cardiaques est évidemment plus élevé, s'approche du 15 après une dizaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est le groupe ici en rouge. Ça, c'est des gens qui ne sont pas connus pour avoir une maladie cardiaque, mais qui ont un risque génétique élevé. Donc, en partant du score que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont un risque génétique élevé. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le risque pour faire des crises cardiaques est similaire aux gens qui sont connus avec des maladies cardiaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des gens qu'on peut traiter de manière plus agressive et prévenir l'apparition de même la première crise cardiaque. En sclérose en plaques, lorsque j'étais aux États-Unis, à San Francisco, on a développé un score similaire pour l'ASP, où on est capable d'identifier des groupes où le risque de SP augmente significativement. On sait qu'au Canada, le risque est de 1 sur 400. Ça, c'était une étude qu'on a menée en Angleterre, donc le risque était de 1 sur 500. Et en identifiant les gens qui sont à plus haut risque génétique, on est capable de baisser cette proportion-là à 1 sur 16. Et donc ça veut dire que ce groupe-là, le risque de sclérose en plaques est beaucoup plus élevé que la population générale et on peut l'augmenter davantage, ce chiffre. On peut améliorer ça. Une manière dont on intègre l'information génétique dans la clinique, c'est en posant des questions sur la famille. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a un parent avec la sclérose en plaques ou un frère ou une sœur avec la sclérose en plaques, bien, on sait que ces individus-là partagent 50% de leur génome avec nous. Donc, pour pouvoir comprendre le rôle que ces scores génétiques-là vont avoir, on voulait pouvoir comparer ça avec ces antécédents familiaux-là. Et donc, je suis aussi chercheur à Stockholm, en Suède, et on a pu étudier là-bas 27 000 personnes avec la sclérose en plaques et 300 000 témoins. Et de ces individus-là, on avait 10 000 personnes dont on avait le code génétique et 7 000 témoins dont on avait le code génétique. Donc, personne avec la sclérose en plaques. Comme vous pouvez voir ici, les gens qui ont
qui ont la sclérose en plaques ont un membre au premier degré, un membre de la famille au premier degré, donc un parent, un enfant, un frère ou une sœur qui sont atteints de la maladie, à une fréquence beaucoup plus élevée que les témoins, donc près de 7% ici versus 1%. Et on voit aussi que les gens qui n'ont pas la sclérose en plaques encore, mais dont un parent ou donc un membre apparenté du premier degré a la sclérose en plaques, le risque est augmenté. Lorsqu'on compare la capacité de ces antécédents familiaux-là à prédire le risque avec la capacité de notre score génétique à prédire le risque, on peut voir que le score génétique performe mieux que les antécédents familiaux. Donc ça nous dit déjà que si on calcule ce score génétique-là, on a plus d'informations que juste en posant des questions sur les antécédents familiaux. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les gens qui ont un risque génétique faible n'ont pas beaucoup de gens dans la famille qui ont la sclérose en plaques, mais on entend des fois des familles qui ont pas juste une, mais deux, trois, quatre personnes qui sont affectées par la maladie. Et ce qu'on est capable de montrer ici, c'est que ça, c'est probablement des familles qui ont un risque génétique qui est élevé. Encore une fois, c'est pas nécessairement un gène ou un variant génétique, c'est à travers des centaines et des milliers de variants génétiques-là, mais ces familles-là vont avoir une somme cumulative qui est plus élevée que la moyenne. Et ici, ça c'est aussi un graphique un peu complexe, mais ce que ça montre, c'est que lorsqu'on considère les gens qui n'ont pas un parent avec la sclérose en plaques, donc ici c'est les gens qui sont en bleu, on est capable de discriminer le risque, donc de stratifier le risque de 10 fois. Donc on est capable d'identifier des gens qui sont à 10 fois, un risque 10 fois plus élevé de la maladie versus des gens qui sont à un risque 10 fois plus faible. Et lorsqu'on applique cette approche-là chez les gens qui ont déjà un membre au premier degré, membre de la famille au premier degré avec la maladie, on est capable de faire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? L'implication de ça, c'est qu'en ce moment, quand on arrive en clinique puis qu'on demande c'est quoi le risque, par exemple, que mes enfants aient la maladie, bien, le médecin va dire c'est à peu près entre 2 et 5 mais on dit ça pour tout le monde. Ce qu'on est capable de montrer ici, c'est qu'une fois qu'on calcule ce score génétique-là, on serait capable de donner des prédictions qui sont beaucoup plus précises en fonction de cet individu-là en particulier, au lieu de donner des chiffres qui s'appliquent juste de manière générale, et que pour certaines personnes, ce risque-là va être plus proche du 20%, voire plus, et chez certaines personnes, ce risque-là va être bien moins que 5%. Une autre chose qu'on a fait, c'est au lieu de comparer le score génétique avec les antécédents familiaux, on les a combinés. Puis on les a combinés avec des méthodes d'apprentissage machine, d'intelligence artificielle. Puis on a été capable de construire un prédicteur qui a une précision de 75%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque notre prédicteur nous dit que cette personne-là est à haut risque de sclérose en plaques, le prédicteur à 75% du temps raison. Donc, c'est une population où on pourrait mettre en place des procédures de dépistage supplémentaires comme les résonances magnétiques et identifier ces gens-là avant qu'ils aient leurs premiers symptômes et, s'ils le souhaitent, obtenir un traitement pour prévenir même l'apparition de la maladie. Donc, pour résumer ici, je vous ai introduit ce qu'on appelle le score polygénique, donc un score qui contribue à l'identification des personnes à haut risque. On a discuté de l'exemple des maladies cardiovasculaires, puis on a aussi discuté de manière plus précise de l'application qu'on en fait à la sclérose en plaques. On a regardé ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser ces scores-là pour stratifier le risque chez les parents au premier degré et comment est-ce qu'on peut combiner les facteurs génétiques et les antécédents familiaux pour améliorer la prédiction du risque. Donc, on va revenir à cet élément-là, mais avant de conclure et de passer à la section questions, je voulais introduire une autre utilisation qu'on fait de ces informations génétiques-là, qui est peut-être un peu moins intuitive, mais je pense que c'est un exemple intéressant qu'on va avoir le temps de décortiquer ensemble. De manière générale, il peut être très difficile en médecine d'établir la causalité, de savoir, de distinguer un facteur qui est causal d'un facteur qui est juste associé
à la maladie, à l'issue, à la maladie, mais qui n'est pas nécessairement causal. Et ça, c'est parce qu'on a plusieurs facteurs qu'on appelle des facteurs de confusion. Par exemple, lorsque les épidémiologistes ont étudié le risque de cancer du poumon, une des associations les plus fortes qu'ils ont identifiées, c'était avec le café. Aujourd'hui, on sait que le café ne cause pas le cancer du poumon, mais ce qu'ils observaient, c'était que les fumeurs, on ne savait pas à l'époque que la cigarette causait le cancer du poumon, mais les fumeurs buvaient plus de café que les non-fumeurs, et donc ça menait à une association entre le café et le cancer du poumon. Donc, de savoir ben, lequel de ces facteurs-là est vraiment causal et lequel ne l'est pas, est un défi très important en médecine. Le deuxième problème qu'on rencontre souvent est un problème qu'on appelle de causalité inverse, où on observe qu'une fois que les gens ont une maladie, mais ils changent leur comportement, puis ça change les facteurs de risque. Et de comprendre lequel vient en premier n'est pas toujours facile, surtout quand, comme je vous disais pour la sclérose en plaques, on a maintenant de l'évidence que la maladie peut commencer jusqu'à 10 ans avant les premiers symptômes. Donc, une manière qu'on essaye de résoudre ce problème-là, c'est en utilisant une approche qu'on appelle la randomisation mendélienne. Et ce que ça nous permet de faire, c'est d'utiliser les variants génétiques pour approximer les facteurs de risque. Donc, je vais vous l'expliquer ici à travers un exemple. On sait qu'il y a un changement de lettre dans notre ADN, donc un variant génétique, qui est associé avec le niveau de vitamine D, où les individus qui ont un A dans leur code génétique ont des niveaux de vitamine D plus élevés que les individus qui ont un G dans leur code génétique. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller dans une population de gens, puis de les diviser, non pas en fonction de leur niveau de vitamine D, qui va être influencé par toutes sortes d'autres facteurs, comme le temps qu'ils passent dehors, l'exercice qu'ils font, etc., etc. Mais au lieu, on va les diviser en fonction de s'ils ont un G ou s'ils ont un A. Et une fois qu'on a fait ça, on va avoir deux groupes, un groupe où le niveau de vitamine D est plus élevé, puis un groupe où le niveau de vitamine D est plus faible, et on va pouvoir comparer le risque de sclérose en plaques. Et ça s'apparente à ce qu'on appelle un essai clinique randomisé. Donc, c'est ce qu'on utilise pour l'approbation des nouveaux traitements en médecine. Mais ici, au lieu de donner de la vitamine D à certaines personnes puis pas en donner à d'autres, mais c'est la nature qui procède à la randomisation, c'est notre code génétique, c'est la nature qui procède à donner plus de vitamine D à certaines personnes et moins à d'autres. Et l'avantage de faire ça, c'est que ces variants génétiques-là sont impliqués dans la manière dont la vitamine D est fabriquée dans notre corps, mais ils ne sont pas affectés par les autres facteurs qui apportent cette confusion dans les études épidémiologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire le fait que quelqu'un ait plus ou moins d'exposition au soleil ou un indice de masse corporelle différent ou un statut socio-économique différent, ça influence pas la proportion de ces variants génétiques-là. Et après avoir divisé ces groupes en fonction de leur code génétique, et après avoir donc identifié des gens qui, pour toute leur vie, vont avoir des niveaux de vitamine D plus élevés et d'autres qui, pour toute leur vie, vont avoir des niveaux de vitamine D plus faibles, on a été capable de démontrer que cette prédisposition génétique à avoir un niveau de vitamine D faible double le risque de sclérose en plaques. Et donc ça nous permet de passer outre les limitations pour la causalité et nous permet de dire oui, la carence en vitamine D est effectivement un facteur de risque causal pour la sclérose en plaques. Et c'est ce qui nous a permis, par exemple, dans l'élaboration des guides de pratique de SP Canada pour la supplémentation en vitamine D, de recommander que les gens qui sont à risque ou les gens qui sont au tout début de leur maladie prennent des suppléments de vitamine D. Donc ça, c'est une approche qu'on a appliquée pas juste à la vitamine D, mais à plusieurs autres facteurs de risque, comme l'obésité, comme l'indice de masse corporelle. Et on a été capable de montrer qu'un surpoids en
en jeune âge, et par là, on veut dire dans la période de l'adolescence ou du début de la vie adulte, qu'un surpoids dans cet âge-là augmente légèrement le risque de sclérose en plaques. Et on se souvient encore une fois de notre exemple avec la maison qui brûle. C'est pas tout le monde qui va avoir eu un surpoids, puis c'est pas nécessaire d'avoir eu un surpoids, mais c'est ce qui fait que ces facteurs de risque-là interagissent entre eux et interagissent avec les facteurs génétiques pour déterminer le risque de la maladie chez un individu donné. Et donc, on a pu démontrer ça aussi pour l'âge à la puberté. Donc, on sait que chez les femmes, un âge à la puberté qui est plus avancé, qui est plus jeune, a été associé avec un risque plus élevé de sclérose en plaques. On a été capable de démontrer que ça, c'est dû à l'indice de masse corporelle et pas à la puberté elle-même. On a aussi pu utiliser cette approche génétique-là pour mieux comprendre les liens entre la sclérose en plaques et la dépression. Donc, on arrive au bout des 40 minutes. Et ici, donc, pour résumer cette section, je vous ai introduit l'utilité de la randomisation mendélienne pour démontrer la causalité. C'est quelque chose d'un peu plus abstrait, mais d'extrêmement important en médecine pour qu'on puisse savoir quoi recommander et quoi ne pas recommander. Et je vous ai montré comment les analyses génétiques confirment un rôle causal de la vitamine D et du surpoids dans le développement de la maladie. Donc, en lien avec tout ça, ici à l'Institut de neurologie de Montréal, on est en train de lancer une nouvelle initiative, Prévenir SP, qui est un projet unique au Canada pour détecter la sclérose en plaques avant l'apparition des symptômes, inspiré par l'approche de médecine préventive que je vous ai montré en diabète de type 1, de type 1, du succès qui a été connu dans cette maladie auto-immune-là, et de notre espoir qu'on peut appliquer quelque chose de similaire en sclérose en plaques. Et donc, l'idée ici est de recruter des gens qui sont des parents, des membres de la famille, de gens avec la sclérose en plaques, et d'appliquer des outils de pointe, comme les outils génétiques que je vous ai montrés, de même que des outils protéomiques qu'on n'a pas discuté aujourd'hui, puis des approches d'imagerie cérébrale pour cibler les gens qui sont à risque élevé et permettre un dépistage et un traitement préventif pour faire avancer la science vers un futur sans sclérose en plaques. Et ça, c'est notre adresse courriel si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus ou même si vous êtes intéressé à participer. On est encore dans la phase d'élaboration et dans la phase de financement, mais c'est une vision qu'on juge être extrêmement importante pour l'avenir de la sclérose en plaques et vers laquelle on est en train activement de travailler comme groupe ici à l'Institut de neurologie. Et donc, j'aimerais remercier mon groupe. Ça fait pas longtemps que je suis de retour à Montréal. J'ai fait la majeure partie de ma formation ici, mais je suis ensuite parti à San Francisco pour me surspécialiser en sclérose en plaques et en génétique. Et je suis maintenant de retour. Et donc, j'ai le plaisir de travailler avec un groupe d'étudiants gradués, de résidents, d'étudiants en médecine pour faire avancer la recherche. Et j'aimerais évidemment remercier tous les participants, les gens atteints de sclérose en plaques de notre clinique et de d'autres cliniques qui contribuent leur donner leur temps à faire avancer la science, de même que les organismes de financement incluant SP Canada qui nous permettent de faire ces avancées-là. Donc, merci pour votre temps et votre attention et j'ai bien hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Dr. Arruda, de nous avoir donné aujourd'hui toutes ces informations. Cette présentation-là était hyper intéressante en tant que personne directement concernée par la génétique et la sclérose en plaques. J'ai trouvé cette présentation-là hyper bien vulgarisée, hyper complète. Je suis persuadée que c'est le cas aussi pour les personnes qui assistaient là, à la maison en direct sur Facebook ou via la plateforme. Il y a déjà des questions qui sont surgies là, sur nos divers réseaux sociaux puis via la plateforme. C'est mon cas également, donc j'écrivais à l'équipe, on se posait des questions par rapport à ce que vous disiez parce que c'était vraiment très intéressant. Donc, on le rappelle, vous êtes professeur adjoint au département de neurologie et de neurochirurgie de l'Université McGill à Montréal et membre associé au département de génétique humaine et neurologue à l'Institut Hôpital neurologique de Montréal. Donc, vous allez être probablement très à l'aise de répondre à toutes les questions qui sont justement survenues pendant le webinaire. Encore une fois, merci de prendre le temps et de nous permettre de le faire et de poser nos questions.
On dispose donc d'une quinzaine de minutes pour répondre à ces questions-là. Il se pourrait qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions, bien évidemment. On va tenter d'y répondre au plus possible. Si jamais vous avez encore des questions à la suite de cette présentation-là, on vous rappelle que nos agents InfoSP sont disponibles pour y répondre. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, Dr. Arruda, c'est est-ce une coïncidence si deux membres d'une même fratrie développent des problèmes neurologiques? Donc, la personne en question précise le contexte. Mon frère a reçu un diagnostic de sclérose en plaques et j'ai moi-même une malformation de l'aqueduc de Sylvius. Est-ce que l'absence de supplément d'acide folique durant la grossesse dans les années 50 pourrait avoir joué un rôle? Alors, c'est une excellente question, puis ça soulève un concept important qu'on n'a pas couvert aujourd'hui, qu'on pourra peut-être couvrir lors d'un webinaire futur, qui est la corrélation génétique entre différentes maladies. Donc, on a parlé du fait qu'il y a probablement des milliers de sites génétiques qui contribuent au risque de la sclérose en plaques, mais ces gènes-là ne font pas qu'une chose dans le corps, et c'est souvent le cas qu'un variant génétique ou un gène va avoir plusieurs rôles et contribuent au risque de plusieurs maladies. Donc, une manière de répondre à cette question-là, c'est de dire, si on considère l'ensemble des maladies humaines et qu'on essaye de voir lesquelles sont les plus corrélées à la sclérose en plaques, qu'est-ce qu'on obtient? Et on pourrait penser que c'est les maladies neurologiques qui sont les plus proches, les plus corrélées à la sclérose en plaques, mais il s'avère en fait que c'est les autres maladies auto-immunes, même si elles sont non neurologiques. Donc, là où on voit le plus de regroupement au sein des familles, et là où on voit le plus de facteurs génétiques qui sont communs, c'est entre la sclérose en plaques et les maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde, qui affecte pourtant les jointures, ou comme la maladie cœliaque, ou comme les maladies inflammatoires digestives. Donc, c'est vraiment c'est vraiment la manière dont notre système immunitaire est fait euh, qui contribue au risque de la maladie. Euh, et ces facteurs immunitaires-là pourraient, dans d'autres circonstances, se tourner non pas contre le cerveau, mais contre d'autres composantes du corps. Bien justement, ça m'amène à la prochaine question, puis je pense que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Si ces autres facteurs-là prennent un peu plus d'importance dans certains cas, justement, qu'est-ce qui explique qu'une personne, en fait, je reformule ma question, est-ce que c'est possible que l'ASP ne soit pas transmise génétiquement? Donc, si la personne a l'ASP, mais que personne d'autre dans sa famille-là, comment on peut aller chercher quelle est l'autre cause ou les autres facteurs qui peuvent avoir pu jouer sur le diagnostic de SP? Oui, alors avec ce score génétique-là, on est capable de venir tester cette hypothèse-là, puis de voir chez les gens avec la sclérose en plaques qu'effectivement, il y a des gens qui ont des facteurs, qui ont un risque génétique qui est très élevé et qui développent la maladie, et d'autres qui ont un facteur, qui ont des risques génétiques très faibles et qui pourtant développent la maladie. Ces gens-là qui ont un risque génétique faible, qui ont un score faible, sont moins à risque de le transmettre à une future génération. Et les gens qui ont des scores qui sont plus élevés sont plus à risque de le transmettre, mais encore une fois, c'est un risque qui est relatif et qui est loin d'être absolu. Donc, si on parle de 5%, 10%, 20%, c'est pas déterministique, c'est pas quelque chose qui est 0,1. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une personne peut avoir un risque génétique faible et pourtant développer la maladie? Bien, c'est l'ensemble des autres facteurs environnementaux. On a parlé du faible niveau de vitamine D et je vous ai montré qu'il y a des facteurs génétiques qui contribuent à la vitamine D, mais ça peut tout simplement être la diète, ça peut aussi être le temps d'exposition au soleil, ça peut être la manière dont on s'habille. Et il y a une série de ces facteurs génétiques-là qui ont été identifiés. Donc, la vitamine D, c'en est un. On a parlé aussi de l'infection par le virus EBV, et pas juste l'infection par le virus, mais quand cette infection-là se fait, parce que la plupart d'entre nous sont infectés par le virus, mais on sait que lorsque l'infection se fait plus tardivement, par exemple à l'adolescence, le risque de sclérose en plaques est plus élevé.
Donc, c'est difficile de venir disséquer ces différents facteurs contributeurs-là à l'échelle de chaque individu, mais quand on étudie des groupes avec la sclérose en plaques, on est capable de voir les contributions variées de ces différents facteurs-là. Encore une fois, oui, tous les chemins mènent à Rome, mais pas tout le monde prend le même chemin. Puis je me permets de vous relancer sur ce que vous venez de dire pour une question un peu plus personnelle. Justement, ces gens-là qui se retrouvent dans des groupes plus à risque. Donc, si on sait, par exemple, que génétiquement, on a des personnes dans notre famille qui ont la sclérose en plaques, qu'on a des carences en vitamine D et qu'on a été exposé à un virus comme le VB, comment cliniquement au Québec on peut voir la prévention de la sclérose en plaques un peu plus concrètement? Donc, si par exemple, on sait qu'on a été exposé à ces facteurs-là, quelles sont les prochaines étapes pour quelqu'un avec le personnel soignant pour maintenant être à l'étape de la prévention de la sclérose en plaques? Alors, comme pour beaucoup de choses en médecine, malheureusement, on n'est pas encore en mode prévention. Donc, il n'y a pas en ce moment de guide de pratique ou de conduite à tenir claire. Si vous allez voir votre médecin de famille ou même votre neurologue avec des inquiétudes de cet ordre-là. Donc, l'idée est de mettre en place ces structures-là via la recherche, via notre projet. Comme l'a été fait pour le diabète de type 1. Mais ça va prendre du temps. Puis ça va prendre pas juste du temps, mais aussi la participation des gens au Québec, puis la participation des membres de leur famille, la participation des organismes de financement, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ben, il y a des stratégies de prévention qui sont applicables à l'échelle de la population. Donc, par exemple, si on sait qu'on vient d'une famille où il y a beaucoup de sclérose en plaques, ben, c'est important de prendre des suppléments de vitamine D sans même devoir le doser parce qu'on sait qu'au Canada, avec notre long hiver, c'est à peu près 40% de la population qui est déficient en vitamine D. Et la vitamine D, c'est pas quelque chose de dangereux, donc c'est utile de procéder à une supplémentation à l'échelle de la population, surtout chez les gens qui ont un risque potentiel de sclérose en plaques plus élevé. Euh, Quels sont d'autres facteurs de prévention qu'on peut mettre en place? Ben, l'exercice est un facteur important parce que non seulement l'exercice lui-même est bon pour la santé du cerveau, mais il nous aide aussi à maintenir un poids santé qui diminue l'inflammation dans le corps puis qui peut nous aider à prévenir le risque de la maladie. C'est sûr que la diète joue un rôle important. Puis on a fait des études de microbiome lorsque j'étais à San Francisco pour mieux comprendre comment est-ce que les microbes qui sont présents dans nos intestins pourraient contribuer au risque de la maladie, mais on n'est juste pas à un point où on peut dire aux gens voici les choses à éviter, puis voici les choses qui sont recommandées en termes de diète. Donc, il y a un ensemble d'interventions qu'on peut faire, à commencer par la vitamine D, l'exercice, pour essayer de diminuer notre risque. Maintenant, il y a des gens qui disent, ben, si l'infection par EBV est plus est, entre guillemets protectrice lorsqu'elle est jeune, est-ce qu'il y a moyen d'inoculer nos bébés avec EBV? Et en fait, c'est quelque chose qu'on faisait dans le temps parce qu'avant l'invention des malaxeurs puis des cuisines modernes, ce que les parents faisaient, c'est qu'ils prémâchaient la nourriture pour leurs enfants et leur donnaient. Et en faisant ça, ils exposaient leurs enfants à leur salive. Et on sait que le EBV se transmet par la salive. C'est pour ça que quand on a la mononucléose, en anglais, ils appellent ça le kissing disease. Donc, en exposant les enfants à leur salive, ben, les enfants étaient inoculés à EBV en bas âge. Mais bon, je ne recommande pas nécessairement de prémâcher la nourriture pour les bébés. Merci beaucoup pour la réponse. Prochaine question. Justement, ça intéresse encore une fois là, beaucoup les spectateurs, je pense, de savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est pour une personne atteinte de sclérose en plaques et leurs enfants. Donc, quelqu'un qui veut savoir comment savoir si mes enfants sont porteurs d'un facteur génétique qui pourrait augmenter leur risque de développer la maladie. Existe-t-il des tests au Canada ou des signes à surveiller? Il n'y a pas de test clinique présentement, donc c'est vraiment à travers la recherche qu'on peut faire ce genre d'études-là, ce genre d'études génétiques. Donc notre idée est justement de rendre ça, d'offrir ça à la population au Québec et avec leur consentement et le consentement de leurs proches. Mais présentement, c'est pas quelque chose qui est possible de faire cliniquement. Parfait.
Un autre sujet qui a touché aussi, là, on le retrouve dans les questions, c'est le lien avec la sclérose en plaques ou d'autres maladies auto-immunes. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans la génétique qui pourrait expliquer pourquoi plusieurs personnes ayant l'ASP ont également une autre maladie auto-immune? Absolument. Cette corrélation-là a une composante génétique. Comme on discutait plus tôt, il y a un lien pas juste entre les maladies auto-immunes, mais aussi entre les maladies auto-immunes et les infections. Euh, Par exemple, on sait qu'il y a un variant génétique, un gène, qui était associé à la survie à la peste. Donc la peste qui a décimé le tiers de l'Europe au 14e siècle. Et les gens qui ont survécu à la peste noire ont une fréquence plus élevée d'un gène qui s'appelle le gène RAP2. Et ce gène-là augmente le risque de maladies auto-immunes. Donc, nous a été transmis par nos ancêtres pour nous protéger de la peste. Mais étant donné que la peste n'est plus un problème aujourd'hui, ben, on se retrouve un peu en désavantage lorsqu'on a ces facteurs génétiques-là. Alors que dans d'autres contextes, dans la majorité de l'histoire de l'humanité, on aurait été en avantage parce que ça nous aurait permis de survivre à des infections auxquelles d'autres gens n'auraient potentiellement pas survécu. Euh, donc, oui, on sait qu'il y a un lien entre les facteurs génétiques pour la sclérose en plaques et les facteurs génétiques pour d'autres maladies auto-immunes. Et on voit ça chez des individus où il y a des gens qui vont avoir la sclérose en plaques et le psoriasis, la sclérose en plaques et la spondylite ankylosante, mais on voit ça aussi dans les familles où il va y avoir un membre qui a la maladie cœliaque, un autre qui a la sclérose en plaques et ainsi de suite. Je reviens sur un autre sujet qui a aussi intéressé un de nos spectateurs, spectatrices. Vous avez parlé tout à l'heure du test PGS, donc qui donne un résultat sûr à 75 environ. À partir de quel âge quelqu'un qui est testé avec ce test-là donne ce résultat-là qui est à peu près sûr à 75 Ben, merci pour la question, Marie-Ève, parce que c'est un peu spécial quand on parle de génétique parce que notre génétique ne change pas pendant notre vie. Et donc, potentiellement, ce score-là, on pourrait l'appliquer dès la naissance. Et il y a en ce moment un mouvement encore une fois, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir de manière très profonde, puis considérer les implications sociétales, les implications éthiques. Mais il y a un mouvement présentement pour remplacer les procédures de dépistage qu'on fait chez les nouveau-nés, qui sont maintenant comme une série de tests pour s'assurer qu'ils n'ont pas le phénylkénurie ou la fibrose cystique ou une série d'autres maladies génétiques rares. Au lieu de faire une série de tests, il y a en ce moment un mouvement qui étudie la possibilité de séquencer le génome pour chaque bébé qui naît pour savoir ben, c'est quoi les maladies potentiellement qu'on pourrait prévenir. Et donc, si on a cette séquence génétique-là une fois, ben, on n'a pas besoin de le refaire à d'autres moments dans la vie et on pourrait l'avoir un peu comme un passeport qui devient comme une partie de notre dossier médical. Et lorsqu'on a des questions sur une maladie comme les maladies cardiaques ou comme la sclérose en plaques, on peut interroger ce passeport génétique-là, puis on peut aller chercher des réponses. C'est évidemment quelque chose qui n'existe pas en ce moment. Il y a beaucoup d'étapes entre aujourd'hui et un avenir comme ça. Et on est très chanceux au Canada d'avoir une loi très, très claire qui prévient la discrimination sur la base des tests génétiques. Donc, les compagnies d'assurance n'ont jamais le droit de de poser des questions sur le résultat de tests génétiques. Donc, c'est une information qui demeure extrêmement privé. Et donc, on va voir comment les choses évoluent, comment le monde évolue dans les années à venir. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu étourdissant quand on commence à y penser de manière, quand on y pense un peu trop longtemps. Mais c'est intéressant de débattre autour de la question puis de voir l'impact que ça pourrait avoir pour justement des cas de prévention, notamment en sclérose en plaques. Il nous reste quelques minutes. Je pose une autre question. Mon père avait une forme rémitante de l'ASP et j'ai reçu un diagnostic de ASP progressive primaire. Est-ce que cela augmente le risque pour mes enfants? Devrait-il passer une ARM de façon préventive?
Et la personne vous remercie également pour toutes les informations intéressantes. Euh, la forme rémitante et la forme progressive euh, ont un risque similaire en termes de transmission. Donc, c'est pas l'une n'est pas plus dangereuse que l'autre vis-à-vis les enfants. Puis, comme on a dit, le risque, de manière générale, le risque moyen est de 2 à 5 Donc, ils ont probablement pas besoin de passer une résonance magnétique, puis ça serait pas recommandé aujourd'hui. Mais ça soulève une autre question qu'on n'a pas eu le temps de discuter aujourd'hui, qui est, mais quelle est l'influence des facteurs génétiques, pas juste sur le risque de la maladie, mais sur le cours de la maladie? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une influence, par exemple, sur le risque de progression, sur la sévérité de la maladie? C'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé lorsque j'étais à San Francisco. Et ce qu'on a identifié, c'est que contrairement au risque de la maladie, qui est déterminé beaucoup par les cellules immunitaires, comme on a discuté aujourd'hui, la sévérité de la maladie et le risque de progression est influencé beaucoup plus par des gènes qui sont actifs dans notre cerveau. Donc, on a parlé de ce concept d'interrupteur à travers l'ADN. Certaines régions sont importantes pour certains tissus, mais pas pour d'autres. Et les régions qui sont importantes pour l'activité, puis ce qu'on appelle la résilience du cerveau, sont ce qui détermine principalement le cours de la maladie et le risque de progression et de sévérité. Donc, c'est quelque chose dont on pourrait discuter beaucoup plus en détail, peut-être lors d'un webinaire futur. Mais oui, il y a des influences génétiques sur le cours de la maladie qui sont différentes, par contre, du risque de transmission. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question. Le temps passe excessivement vite, mais j'ai envie de rêver un peu avec vous puis de voir les prochaines étapes de où ces recherches-là pourraient nous mener. Si, par exemple, on a quelqu'un qui est fortement à risque d'avoir la sclérose en plaques. Tout à l'heure, vous aviez parlé de même commencer des traitements là, précoces si on voit que le risque est très, très élevé pour ces personnes-là. Je comprends qu'on n'en est pas là encore aujourd'hui, mais éventuellement, comment on peut choisir le traitement de ces personnes-là? Est-ce que, par exemple, le choix du médicament va changer chez une personne qui est à risque, mais qui n'a pas encore de symptômes ou d'impact clinique de la maladie, versus quelqu'un qui est un peu plus avancé dans la maladie puis qui est diagnostiqué un peu plus sur le tard? C'est une excellente question. Permettez-moi de commencer par un parallèle avec d'autres maladies neurologiques. On entend beaucoup parler d'Alzheimer, on entend beaucoup parler de maladies de Parkinson qui n'ont pas de traitement actuellement. On peut traiter les symptômes, mais il n'y a pas de traitement, contrairement à la sclérose en plaques, pour changer le cours de la maladie. Mais il y a aujourd'hui des procédures de dépistage qui existent pour l'Alzheimer, pour le Parkinson. Et il y a aujourd'hui, ici même à Montréal, des cohortes de gens qui sont à risque d'Alzheimer, qu'on peut identifier à travers des prises de sang, qu'on peut identifier à travers ce qu'on appelle des PET scans. Il y a aussi des cohortes de gens qui sont à risque de Parkinson, mais ils n'ont pas d'intervention pour changer le cours de la maladie ou changer le risque ou prévenir l'apparition de la maladie. En sclérose en plaques, on est à un point où on a un peu le problème inverse, où on a déjà des traitements qui sont efficaces pour prévenir l'apparition des symptômes, mais on n'a pas de procédure de dépistage en place. Et donc, c'est ce qu'on vise à remplacer. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on utiliserait comme traitement? Mais on voit dans les études que je vous ai montrées, dans ce qu'on appelle le syndrome radiologique isolé, que même des traitements qu'on considère de faible efficacité, donc les gens qui sont familiers avec la maladie vont être familiers avec la catégorisation qu'on fait souvent des traitements en faible efficacité, efficacité modérée, haute efficacité. Donc même les traitements de plus faible efficacité apportent une protection de 70 à 80 contre l'apparition des symptômes cliniques. Lorsqu'on utilise ces mêmes traitements-là chez une population de gens qui ont déjà la maladie, la diminution des poussées est environ de 30 Et lorsqu'on les applique chez des gens qui ont une maladie plus avancée, en phase progressive peut-être, on voit qu'il n'y a pas d'effet sur le cours de la maladie. Alors, ce que ça nous dit, c'est que plus on intervient tôt, plus on a de chances de succès, plus l'effet est large, plus on n'a pas nécessairement besoin d'un traitement puissant.
Mais on peut considérer aussi, par exemple, des traitements qui sont plus puissants, comme des traitements de haute efficacité, mais pour une courte période de temps. Pour une période, par exemple, de 2 ans, puis on cesse le traitement. Et comme on intervient très, très tôt dans la maladie, il est possible que ça soit suffisant. C'est ce qu'on voit en diabète de type 1, où ce médicament-là, teplizumab, se débarrasse de certaines cellules qu'on appelle les cellules T, et on a juste besoin de traiter une fois pour baisser le risque de 50%. Donc, il est possible, par exemple, en sclérose en plaques, ici, comme vous avez dit, Marie-Ève, on se permet de rêver, il serait possible d'envisager, par exemple, qu'en ciblant les cellules B, dans un stade très précoce de la maladie, on serait capable d'influencer le cours de la maladie et de prévenir son développement, même si on était pour laisser ces cellules-là revenir plus tard. Donc, évidemment, on n'aura pas ces réponses-là avant plusieurs années et on n'aura pas ces réponses-là sans faire ce genre d'études-là. Eh bien, merci beaucoup, Dr. Arruda, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions-là. On en avait d'autres. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposons ce soir, mais je suis persuadée que ça a déjà répondu à un bon nombre de questions que se posaient nos spectateurs, spectatrices. Le sujet était hyper intéressant. Vous avez très bien vulgarisé un sujet qui est quand même complexe. Donc, on a eu beaucoup de commentaires positifs sur la plateforme, sur notre page Facebook. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Dr. Adil Arruda. En terminant, je vous rappelle que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube et que celui-ci s'y trouvera également. Vous pouvez suivre SP Canada sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Une fois de plus, nous tenons également à remercier notre commanditaire principal Novartis et notre commanditaire partenaire Roche. Je termine en vous remerciant d'avoir pris part au webinaire qui s'est tenu aujourd'hui. Merci tout le monde et à bientôt pour un autre webinaire de Standus les experts.